Donc, euh, bonsoir à tous, bienvenue au workshop du club de développement de jeux vidéo de l'Université Laval sur la création d'un petit jeu 3D complet. Donc, le but à la fin de cette formation, ça va être d'avoir un petit jeu avec un, un game loop complet. Donc, on va avoir un menu de départ, on va pouvoir partir de notre jeu, il va avoir un objectif à compléter en tant que joueur. Si tu complètes l'objectif, tu gagnes. Sinon, tu perds, puis tu peux recommencer la partie. Je vais te donner un petit aperçu du produit final. Euh, à quoi ça va ressembler. Là, vu que je partage mon écran, vous entendrez pas le son, mais on va mettre du son aussi dans le jeu. Donc, si je reviens au menu de départ, donc on a un petit menu de départ comme ça. On peut partir le jeu. Et on voit, on a des éléments UI, on peut déplacer notre joueur, on peut tirer, on va mettre des effets de particules qu'on va créer nous-mêmes. Et on peut aller tirer sur les tours et les faire exploser. Et si on réussit à tuer toutes les tours, ben on va gagner la partie. Ou si on se fait tuer, ben on va perdre. Je ne fais pas la démo de gagner perdu. Là. Il y a un écran de début de fin là, avec le message de gagner perdu. Et on peut même rajouter des objets avec lesquels on peut interagir et tirer. Parce que c'est le fun de jouer avec la physique. Donc c'est un petit aperçu de ce qu'on va pouvoir créer d'ici la fin de la formation. Donc, quand même du contenu, mais ça devrait bien se passer. Pour ce soir, donc je me suis fait une petite feuille de notes ici avec un peu genre les différentes parties. Donc pour ce soir, on risque de faire, c'est en anglais là, désolé pour ceux qui peut-être comprennent pas l'anglais, mais dans le fond, on va essayer pour ce soir de faire le déplacement du joueur, le faire tirer des projectiles, créer un ennemi, donc la tourelle qui va nous tirer dessus, et implémenter tout ce qui est point de vie pour le joueur et la tourelle. Donc, c'est l'objectif pour asseoir. Si on se rend plus loin, tant mieux. Et sinon, c'est pas grave. Comme j'ai dit sur le Discord, on va sûrement, on va continuer demain soir dans le fond, à la même heure pour la deuxième partie de la formation. Donc, pour commencer, donc je vais partir de from scratch. Donc, on va créer un nouveau projet Unity. Moi, j'ai la version 2020.1.7F1 d'installer, mais je pense qu'il y a une version encore plus récente que ça, mais il ne devrait pas avoir de gros changements. Donc, on va créer un nouveau projet. Ça va être un objet de type 3D et vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Moi, je vais l'appeler Thanks Workshop. Comme ça. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Vous choisissez où vous voulez l'enregistrer sur votre ordinateur. Et on va créer le projet. Dépendamment de votre ordinateur, ça se peut que ça prenne plus ou moins de temps à partir. Le temps qu'il initialise tous les fichiers, vous créez votre scène de départ et tout. Bien sûr, comme Antoine l'a mentionné tout à l'heure, si jamais vous avez des questions, vous allez pouvoir les poser dans le channel formation qu'on a créé à la dernière formation du club. Ouais. Donc Antoine, il vient d'écrire. Donc Antoine pourra répondre à vos questions dans le chat. Et si jamais je les vois ou peut-être que ça nécessite des explications de plus, ben, je vais pouvoir y répondre de vive voix. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce que je fais, si c'est pas clair, les étapes que j'ai fait, ça me fera plaisir de le refaire avec vous. Donc ouais, t'es en train d'importer des assets. Honnêtement, je trouve qu'avec les versions d'Unity, au fur et à mesure qu'ils en sortent des nouvelles, ça prend toujours de plus en plus de temps à partir un projet. Là. Ce qui est un peu plate. Et voilà. Donc, normalement, vous voyez la scène Unity. Avec la version 2020, on a le Dark Mode, qui est pas pire. Oh. Donc, on a du monde qui vient d'arriver. Donc, bienvenue à la formation. Peut-être juste muter votre micro pour pas qu'il y ait trop d'écho ou qu'on entende tout.
Donc, on vient tout juste de créer un nouveau projet Unity pour ceux qui viennent d'arriver. Et aussi, on est en train d'enregistrer la formation et on va le mettre sur le channel YouTube du club. Donc, vous allez pouvoir le réécouter si jamais vous ne pouvez pas rester pour toute la formation ou vous voulez revoir les explications que j'ai données. Donc, on a notre scène de départ. Normalement, il y a quand même beaucoup de monde qui était à la formation sur l'introduction à Unity il y a à peu près un mois. Donc, on va pas trop. Moi, je vais assumer que vous savez les différentes sections d'Unity. On va juste commencer directement par commencer à créer un jeu. Donc, j'ai ma scène de départ. On va déjà commencer d'abord par importer des assets. Donc, on avait parlé dans la formation d'Unity qu'on pouvait importer des assets de l'Asset Store. Et il y a quand même des assets gratuits, quand même pas pires, qu'on peut utiliser pour notre projet. Tous les assets que je vous ai montrés dans la petite démo au départ, c'est des assets gratuits que j'ai trouvés sur l'Asset Store. Donc, si... ouais, je vais vous montrer le lien. Je vais vous donner les liens pour les assets que j'ai utilisés. Comme ça, vous pourrez aller les chercher vous-même. Ok, il y a des nouvelles updates, ça sera pas bien long. Donc, si j'ai mon Asset Store et si je m'en vais voir mes assets. Donc, j'ai d'abord utilisé le petit Cartoon Tank gratuit, qui est quand même pas pire. Je sais pas si je peux... je peux-tu ouvrir le lien vers le site? Je peux aller voir tous les détails. Ouais, c'est ça. Donc, je vais mettre le lien dans le channel de formation si vous voulez aller le chercher pour votre profil Unity. Le rajouter à vos assets, dans le fond. Je vais aussi sûrement mettre tous les raccourcis, tous les liens dans la description de la vidéo YouTube. Et c'est ça. Donc, c'est quand même un beau petit package. Je vais juste tasser ça ici. Et une fois que vous l'avez ajouté à votre compte sur Unity, si vous venez ici, dans le fond, on va l'importer via le Package Manager. Avant, on avait un Asset Store intégré dans Unity, mais là, maintenant, tout ce qui est asset, c'est géré dans le Package Manager. Ça fait qu'on va ouvrir ça. Pour ceux qui n'ont pas l'Asset Store, l'onglet Asset Store, ou n'importe quel onglet, vous pouvez aller, je pense que c'est dans Windows, vous pouvez les trouver. Ouais, Asset Management, Asset Store, Package Manager. Donc, si jamais vous fermez une fenêtre sans faire par exprès, vous pouvez aller les trouver dans l'onglet Windows. Donc, c'est ça. Je vais juste désactiver mes notifications de Discord. Et voilà. Donc ici, on est dans le Package Manager et moi, je vais aller chercher, vous voyez, il y a une section projet, mais moi, je vais aller voir dans My Assets. Donc, en haut à gauche, il y a un petit onglet, un drop-down qu'on peut cliquer dessus, aller cliquer sur My Assets. Dans le fond, c'est tous les assets liés à votre compte en ligne. Et vous pouvez les télécharger sur votre ordinateur et ensuite les importer dans votre projet. Donc, dans mon cas, moi, j'ai en haut complètement mon Cartoon Tank Free. Il est déjà téléchargé, mais normalement, vous allez devoir cliquer sur Download. Ça va le downloader dans une cache de Unity et ensuite, vous pouvez l'importer dans votre projet. Moi, je vais juste l'importer directement. Quand vous cliquez sur Importer un Asset Pack, ça va vous montrer qu'est-ce que vous êtes sur le bord d'importer. Donc, vous pouvez éventuellement décocher ou cocher c'est quoi que vous voulez importer. Dans mon cas, moi, je vais juste tout laisser cocher et importer. Ça ne devrait pas être trop long. Et voilà, c'est déjà importé. Et vous voyez ce que ça fait. Dans le fond, ça rajoute dans mes assets, j'ai un dossier Cartoon Tank avec les sous-dossiers pour les différents éléments. Donc, c'est quand même cool comme package. On a des prefabs. Je vais peut-être agrandir pour avoir un petit aperçu. Donc, vous voyez les prefabs, ça nous donne déjà à la base 4
tanks de couleurs différentes. Donc vous allez pouvoir utiliser la couleur de votre choix. Et ça donne aussi des petits assets de plus. Donc il y a une barrière anti-tank, il y a des boîtes avec des couvercles, il y a des mines, des boulets, des missiles plus. Et même une plateforme pour la petite. Ils ont une petite scène de démo, je pense. Ouais, une petite scène de démo. Euh, que voilà où ils ont tout placé les assets. On peut avoir un aperçu rapide du tank, la boîte, la mine, la barrière ici. Donc, qui est quand même pas pire. Et nous, dans le fond, dans notre jeu, donc ça, c'est la scène de test. Moi, je vais revenir dans ma scène de départ. Et moi, dans le fond, pour commencer, ben, je vais rajouter un terrain. Donc, rajouter un terrain, je fais un clic droit, ajouter un objet 3D. Et moi, je vais prendre un plane pour le moment. Ça va être un terrain assez simple. Quand on rajoute des objets, souvent, ça va le placer à des positions bizarres dans le monde. Fait que c'est toujours une bonne habitude de prendre le temps de le remettre à 0, 0, 0 pour que ça soit vraiment au centre de notre monde. Donc, j'ai mon terrain. Je ne mettrai pas de matériel pour le moment. Je veux juste avoir un terrain avec de la collision. Et ensuite, donc j'ai mon terrain, je peux l'appeler ground. Et là, moi, je vais rajouter mon joueur, le tank que je veux utiliser pour mon joueur. Donc, je peux prendre, moi, je vais prendre le bleu dans ce cas-ci. Et je vais juste le remonter un peu. Donc là, vous voyez, j'ai mon tank que je viens de rajouter dans ma scène. Vous voyez, c'est en bleu parce que j'ai utilisé un prefab de l'asset pack. Donc c'est un prefab, donc on a déjà tout configuré avec les textures et tout est bien placé. C'est pour ça qu'il est en bleu. Plus tard, vous allez voir, on va éventuellement créer notre propre asset à partir de ce prefab-là. Donc j'ai mis mon tank, je vais agrandir peut-être mon terrain un peu. Donc je vais mettre 10 pas par 10 en Y, 10 en Z. Donc juste pour avoir un peu plus d'espace. Et là, en ce moment, j'ai un tank. Si je vais voir rapidement dessus, j'ai le tank, j'ai une tourelle, j'ai mes 4 roues et le corps directement qui est dans l'objet parent. Donc, on a les différentes parties. Pour commencer, on va vouloir de la collision, dans le fond. Parce que si on part notre jeu en ce moment, il n'y a rien qui va se passer. Ça, c'est juste un mesh. Donc, un mesh, c'est juste une représentation visuelle. Il n'y a pas de collision, il n'y a pas de physique. C'est vraiment juste un wireframe avec des matériaux dessus pour l'apparence visuelle de mon objet. Donc, sur l'objet parent, d'abord, peut-être une habitude qui est quand même bonne à prendre, c'est quand vous travaillez avec des objets dans Unity, surtout votre joueur, ce qui est une bonne idée, une bonne habitude à prendre, c'est de créer un objet vide qui va être la racine de votre joueur. Donc, je vais créer un objet vide. Donc, j'ai fait un clic droit, Create Empty. Je vais le renommer Player Tank, donc le tank du joueur. Et je vais le placer, bien sûr, il a été placé à une position par rapport, je le replace à 0, 0, 0. Et là, je mets mon tank, je vais le mettre à l'intérieur de cet objet parent. Ce qui est le fun avec ça, dans le fond, c'est dans le fond, tout ce qui est gestion du joueur, je peux le mettre sur cet objet parent-là. Et ensuite, je peux mettre, par exemple, j'ai mis le mesh du tank comme un sous-enfant ou un sous-objet. Je peux mettre un effet de particules. Donc, je peux rajouter plein d'affaires sur mon joueur, mais les garder indépendants si on veut. Et ce qui est pas pire aussi, c'est si je regarde mon tank, des fois, si on joue avec les meshes, des fois, on veut changer le scale. Pour changer les dimensions de mon tank. Donc je pourrais mettre genre 2 par 2 par 2 puis l'agrandir. Mais si on met ça sur l'objet parent, ça peut des fois affecter le mouvement ou le comportement avec les zones de collision et tout. Donc c'est souvent une bonne idée surtout si admettons on veut jouer avec les scales et tout, on fait juste jouer avec le scale de l'objet enfant. Donc on peut jouer avec son scale ici puis ensuite modifier la zone de collision du parent. Donc c'est juste une bonne pratique pour vous.
surtout, c'est que dans le fond, ça évite des complications plus tard quand on a plusieurs objets qui constituent notre joueur, des effets de particules, des objets pour jouer des effets sonores et tout. C'est bon de les regrouper dans un objet parent. Donc, j'ai mon objet parent. Là, je disais, je voulais rajouter de la collision parce que en ce moment, il n'y a rien qui va se passer, c'est juste un aperçu visuel. Donc, je vais rajouter un box collider sur mon objet. Donc, je sélectionne l'objet parent, je vais dans l'inspecteur Add Component et je vais chercher box collider comme ça. Là, en ce moment, il doit être pas mal petit. Il est genre caché à l'intérieur de mon tank. C'est vraiment un collider de départ. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais cliquer sur le petit bouton ici pour éditer manuellement. Puis, je vais changer ma zone de collision pour englober pas mal mon joueur. Si je le regarde de face, ouais, il n'est pas centré. À peu près comme ça. De côté, c'est correct. Si on regarde d'en haut, ouais, ça va faire l'affaire pour le moment. Je vais peut-être juste le monter un peu pour qu'il soit à la hauteur du sol à peu près. Puis lui, il est un peu monté. Je vais le remettre à 0. Je vais le mettre à 0, 0, 0, puis je vais juste le monter un peu pour qu'il soit posé sur le sol. Donc, j'ai ma zone de collision. Ok, il va peut-être falloir que je change un peu en arrière. Oups. Donc, je modifie la zone de collision. Donc, vous pourrez le tweaker. Moi, je veux juste m'assurer que ça a fait à peu près la job. Ok, vu que je l'ai déplacé, le mesh, j'ai pas aimé ça. On va dire comme ça pour le moment. On pourra le modifier par la suite, là, mais pour l'instant, je pense que c'est pas pire comme zone de collision. Et si vous vous rappelez de la formation Unity, c'est quand même une bonne idée. On pourrait mettre un mesh collider, comme il y a en ce moment sur notre terrain. Donc sur le terrain en ce moment, il y a un mesh collider, donc le mesh au complet sert de zone de collision. Mais si je mets ça sur mon tank, ben on voit toutes les courbes, tous les angles, ça va être vraiment complexe comme collision. Donc c'est mieux de prendre des primitives. Donc là j'ai une zone de collision, mais encore une fois, c'est juste les zones de collision. J'ai pas de physique pour le moment, donc si je pars mon jeu, je peux le partir là. Mon tank reste suspendu dans les airs. Donc, on va rajouter aussi un rigid body qui est le component pour gérer la physique. On va rajouter ça. Je vais quand même rajouter un peu de masse à mon objet juste pour qu'il soit toujours collé au sol. Donc, c'est juste une grosse boîte. Dans le fond, on va utiliser le rigid body pour les déplacements plus tard, mais je veux juste que ça soit quand même affecté un peu par la physique. Donc ça se peut qu'il soit genre repoussé. Éventuellement, si vous voulez mettre que quand le joueur se fait toucher, il y a une force qui s'applique pour le tirer le pousser vers l'arrière, ben si on veut ça, éventuellement ils font un rigid body. Nous autres, on va pas avoir ça dans notre jeu, mais c'est juste les déplacements, on va le faire avec le rigid body, c'est pour ça qu'on a besoin de le rajouter. Et bien sûr, la gravité est cochée, donc si je pars mon jeu, mon tank tombe au sol. C'est parfait. Donc là, j'ai mon tank, mais pour le moment, je ne peux pas le déplacer. Donc, on va maintenant rajouter un script pour le déplacement. Donc, si je vais ajouter un component, on va rajouter un script. Donc, pour rajouter un script, il y a différentes façons. Moi, je vais le faire de la façon suivante. Je vais juste mettre le nom du script que je veux. Donc, je vais l'appeler... je vais l'appeler Player Tank si je check mon exemple. Ouais, je l'avais appelé Tank Controller vu que c'est un petit tank. Parce qu'on va voir des tanks puis des tourelles. Donc Tank Controller. Unity voit que c'est pas un component qui existe déjà. Donc, oups, j'ai cliqué ailleurs. Donc, j'ai l'option de créer un nouveau script. Si je clique dessus, il dit t'es sûr que tu veux ce nom-là? Je dis oui, parfait. Et j'ai maintenant le script qui s'est créé sur mon objet. Mais le script est vide pour le moment, mais c'est la prochaine étape. On va aller ajouter du code. Aussi, peut-être, avant de faire ça, on va juste nettoyer, garder ça propre dans nos dossiers. Donc, en créant le script
par défaut, Unity le rajoute à la base, à la racine, donc dans Assets. Moi, je vais avoir quand même plusieurs scripts, donc je vais créer un dossier qui va s'appeler Scripts. Et je vais mettre mon script à l'intérieur, comme ça je vais savoir tous mes scripts vont se trouver là-dedans. Et je vais aller l'ouvrir. Donc ça va ouvrir Visual Studio, ça ne devrait pas être trop long. Et voilà. Donc on a le code de départ que Unity nous donne, donc n'importe quel script qu'on crée va toujours avoir ce code de départ là, donc une fonction start qui est callée lorsque on part le jeu et la fonction update qui est callée une fois par frame. Donc dépendamment de votre FPS, on s'entend que d'habitude le monde roule à 60 FPS, donc ça serait 60 fois par seconde. Juste fermer mes notifications. Donc pour le déplacement du joueur, dans le fond, souvent, on va d'abord avoir besoin de variables. Donc, on va avoir une variable pour... ouais, est enregistré. Le rigid body a été placé sur quel objet? Le rigid body a été placé sur l'objet parent. Donc, tout ce qui est collision, gestion du mouvement, je mets tout ça sur l'objet parent. L'objet enfant, c'est vraiment juste le mesh, donc la représentation visuelle. Donc, rigid body, le box collider, le script, tout se trouve sur l'objet parent vide que j'ai mis tout à l'heure. Donc, on va rouvrir le script. Donc, on va d'abord commencer par ajouter des variables parce qu'on va avoir une vitesse pour le déplacement et une vitesse pour la rotation. Donc, pour ça, on va se créer deux variables. Là, les bonnes habitudes, normalement, on ne veut pas que ces variables-là soient visibles à l'extérieur, mais on veut quand même les voir dans l'éditeur. Donc, on va créer des variables privées. Moi, je vais les appeler en anglais move speed, que je vais mettre à 10 par défaut. C'est des variables que j'ai testées. Et je vais mettre aussi... je vois qu'il y a des messages qui rentrent. Ok, ouais. C'est pour l'enregistrement. Et je vais aussi rajouter une variable pour tourner. Donc la vitesse pour tourner que je vais appeler turn speed. Que je vais mettre à 90 pour le moment. La raison pourquoi je mets le petit F à la fin, c'est vraiment pour spécifier que c'est de type float et non pas de type int. Donc c'est pour forcer si on veut le type. Et là, j'ai mis mes variables privées, mais j'aimerais quand même ça. Tu sais, moi, j'ai déjà des valeurs qui vont marcher, mais éventuellement, ça se peut que vous vouliez changer ces variables-là. Mais s'ils sont privés, je ne les verrai pas dans l'inspecteur. Si je les mets publics, je vais les voir dans l'inspecteur, mais toutes les autres classes vont les voir. Puis je ne veux pas ça nécessairement. Donc, une bonne pratique, c'est de, si on veut modifier nos variables privées dans l'éditeur, c'est de les déclarer serialized field. Donc, je fais juste taper serialized, puis ça sort déjà. On va faire ça pour mes deux variables. Et ça, ce que ça permet, dans le fond, c'est, même si mes variables sont privées, je vais les voir dans mon inspecteur. Donc, si je reviens dans l'inspecteur, mon code est déjà compilé et je vois mes deux variables. Unity s'occupe de mettre des majuscules puis de mettre des espaces, ce qui est quand même très cool. Et c'est ça, j'ai mes deux variables. Donc maintenant, pour le déplacement, on va avoir besoin, dans le fond, d'aller chercher le input du joueur. Donc pour le input du joueur, pour ça, on va avoir besoin des variables. Donc pour tout ce qui est déplacement, surtout si on travaille avec les rigid body, c'est quand même une bonne idée de faire ça dans le fixed update. Mais je vais juste garder l'update pour le moment, on va s'en servir plus tard. Mais je vais ajouter une fonction, je vais juste copier-coller pour sauver du temps, appelée fixed update. Fixed update, c'est là où on met tout ce qui a d'habitude rapport avec la physique, parce que c'est appelé régulièrement, donc à une fréquence régulière. Update, dépendamment de la vitesse de votre FPS. Si votre FPS monte et descend, ça se peut que l'update soit appelé plus ou moins fréquemment.
fixed update est toujours appelé à la même fréquence. C'est pour ça qu'on met d'habitude tout ce qui est déplacement, surtout si c'est des déplacements avec la physique. Donc, on va commencer par faire du mouvement. Donc, moi, dans le fond, je vais avoir besoin du rigid body. Donc, vu que j'ai besoin du rigid body, je vais garder une référence sur ça. Donc, je vais aller me déclarer une variable privée. Lui, je veux pas qu'il soit serialized, c'est vraiment juste une référence au rigid body, donc le component rigid body que j'ai rajouté. Rigid body, écrit comme ça, et je vais l'appeler juste tank rigid body. Comme ça, le monde va savoir c'est quoi. Donc, tank rigid body, je vais le mettre à nul en partant, juste pour qu'il soit déclaré. Initialisé parce que sinon je vais avoir des petits avertissements dans la console puis j'aime pas ça si on veut pas que la console soit polluée puis on veut juste avoir les messages importants, ben c'est une bonne habitude de les initialiser. Ouais, ben même s'il n'est pas appelé régulièrement, mais c'est quand même pratique, entre autres pour tout ce qui est prendre le input du joueur. D'habitude, on fait ça dans l'update parce que, admettons que tu joues avec une manette, admettons avec les joysticks, la valeur de ton input sur le joystick peut changer de plusieurs fois par seconde dans le fond. Donc c'est mieux, dans ce cas-là, c'est mieux d'utiliser l'update pour aller chercher l'input du joueur. Et ensuite, on va utiliser cet input-là dans le fixed update. Au pire, je pourrais vous montrer ce que ça fait. Là. Donc là, pour le moment, je vais aller chercher l'input dans le fixed update, puis on va voir ce que ça fait comme effet. On va avoir un exemple, dans le fond, qu'est-ce qui arrive si tout se fait dans le fixed update. Même, quand on va même chercher l'input, vous allez voir, ça va être un peu saccadé, justement parce que c'est pas appelé, vu que c'est appelé à une fréquence régulière, mais il y a des petits délais entre chaque fréquence. Ça va pas être appelé genre 60 fois par seconde, ça va être appelé genre 4 fois par seconde ou 5 fois par seconde, mais genre à vraiment toutes les 0.2 secondes dans le fond. Mais on va voir tantôt quand on va tester. Donc j'ai mon rigid body et là dans le déplacement, ouais, on va montrer un exemple tantôt. Donc pour le déplacement, moi je vais utiliser une fonction sur le rigid body. Donc si j'utilise ma variable, donc d'abord, il faut que j'aille chercher la variable. On peut le faire dans le start, mais il y a une autre fonction qu'on peut utiliser qui s'appelle awake. Donc awake, c'est quand Unity est en train d'initialiser les objets dans la scène. Il y a une fonction awake, comme ça, qui se fait appeler avant notre begin play. Donc awake, c'est vraiment là où pendant qu'il est en train de loader le script sur l'objet. Donc d'habitude, tout ce qui est aller chercher des components ou des références dans la scène, admettons que je veux aller trouver tous les ennemis dans ma scène, je ferai ça dans la section awake de mon script. Vu que c'est roulé pas au début du jeu, mais vraiment pendant qu'il est en train de loader tous les scripts. Donc ici, moi, je vais aller initialiser mon rigid body, puis je vais dire, va chercher avec un get component, va chercher le rigid body sur l'objet du script. Donc mon script en ce moment se trouve sur mon objet player tank. Donc je peux faire dans le script, je peux faire get component, puis dire va chercher, va trouver une référence vers le rigid body qui est juste ici. Donc là, j'ai une référence vers le rigid body et je peux m'en servir maintenant dans mon fixed update vu que en partant le jeu, il va avoir sa référence. Dans mon fixed update, sur mon rigid body, je peux appeler la fonction move position. Donc il y a plusieurs façons de déplacer. Peut-être certains, vous avez peut-être vu des fois dans les tutoriels, le monde qui font des translates d'objets. Si vous faites des translates, un des problèmes, c'est que vous changez la position de l'objet en le téléportant.
Donc si vous le faites plusieurs fois par seconde, ça va avoir l'air normal comme déplacement, ça va être fluide, mais votre objet va pouvoir téléporter à travers des murs si vous utilisez cette méthode-là. On peut aussi utiliser les forces, donc appliquer des forces sur notre rigid body. Ça va être peut-être utile si vous faites des jeux plus basés sur la physique, donc peut-être avec des chars de course, donc des chars plus réalistes, ou peut-être avec dans l'espace, si vous avez une fusée, vous allez utiliser la méthode Add Force sur votre rigid body qui va comme pousser votre objet avec une force que normalement vous avez tous fait les physiques de base, donc vous savez un peu c'est quoi les forces. Mais moi, j'ai pas besoin d'un mouvement trop réaliste. Donc je vais utiliser le Move Position. Puis Move Position, c'est une fonction qui va déplacer, va téléporter notre objet, mais en respectant le rigid body si on veut, puis en respectant un peu les collisions. Donc il va essayer de faire une transition fluide entre mes deux points, mais en respectant tout ce qui est collision du rigid body. Ce qui est quand même cool. Donc, je vais faire un move position. Puis là, ce que moi je vais vouloir faire, ça va être de changer la position de mon objet en lui rajoutant une valeur, donc un vecteur. Donc la position de mon objet, c'est un vecteur dans un espace, x, y, z. Puis je vais lui dire de se déplacer vers une certaine position, une nouvelle position, en lui rajoutant une valeur. Donc, je pourrais lui dire, je pourrais lui passer new vector, puis lui dire, ben, tu vas te déplacer un espace plus loin en X, donc c'est X, Y, Z. Et si je fais ça, puis je pars mon jeu, juste pour tester, mon objet va juste se déplacer à l'infini sur l'axe des X, parce qu'à chaque fix update, il va prendre la position de l'objet, puis lui rajouter 1 en X, puis faire la transition fluide. Donc si je reviens ici, puis je pars mon jeu, le fixed update roule tellement rapidement, il est juste parti selon l'axe rouge, il est parti à l'infini. Très rapidement. Sur le 1 à chaque seconde, c'est beaucoup. Donc c'est pour ça, nous autres, on ne va pas le déplacer de façon fixe. On va à la place utiliser le input du joueur pour savoir quand le déplacer. Donc pour ça, on va créer un nouveau vecteur 3. Donc vecteur 3 qu'on va appeler delta mouvement. Donc c'est une petite fraction. Dans le fond, delta de mouvement, ça va être une petite fraction de déplacement qui va être calculée à partir de l'input du joueur. Et on va rajouter cette fraction minuscule à notre position. Et vu qu'on prend en compte l'input, ben, si le joueur lâche la touche, le delta mouvement va être de 0, donc mon objet va arrêter de se déplacer. Donc si je fais égal, moi dans le fond, je vais vouloir déplacer mon objet en fonction de son forward, donc en fonction du sens dans lequel où il fait face. Donc forward, c'est vraiment vers l'avant de l'objet. Donc je vais prendre ce vecteur-là, je vais le multiplier par le input du joueur. Donc pour aller cher,cher l'input, je peux faire dans le fond, il y a une classe input dans Unity. Donc je peux faire input.getAxis. Puis dans le fond, il y a déjà des axes de base dans Unity pour tout ce qui est déplacement horizontal et vertical. Donc moi, je vais aller chercher le input qui s'appelle horizontal, écrit comme ça. Donc ça, sur votre clavier, ça va être les touches WS ou les flèches qui vont contrôler. Et si vous branchez une manette, ça va être le joystick à gauche qui va contrôler contrôler l'input dans le fond. Et je vais dans le fond pour avoir, si je laisse juste ça comme ça, le transform.forward, ça va être de style 001, vu que le forward de mon objet c'est en Z. Puis l'input, ça va être une valeur entre 0 et 1. Entre moins 1 et 1. Donc si c'est moins 1, il va aller vers l'arrière. Si c'est 1, il va aller vers l'avant. Puis si c'est 0, il va arrêter de se déplacer.
Donc c'est quand même un gros chiffre, puis on a vu tantôt, si on fait juste ajouter 1 à chaque coup, ça va tellement vite que ça disparaît de notre écran, on n'a même pas le temps de le voir. Donc, nous autres, ce qu'on va multiplier par la petite fraction de temps qui vient de passer. Donc, time, donc, qui est la classe de temps, puis on va aller chercher le delta time. Donc, delta time, c'est le temps qui s'est passé depuis le dernier fixed update. Donc, ça peut être 0.0001 seconde. Donc, en multipliant ce delta time-là par notre input, on va avoir une petite fraction de déplacement qu'on va rajouter à notre position. Donc, à la place de mon vecteur ici, je vais juste copier le nom et le mettre là. Donc là, je calcule une petite fraction de déplacement, puis je l'ajoute à ma position. Puis c'est la fin de l'update, puis là, le prochain update, il y a encore il y a eu une petite fraction de temps qui a passé. Ça nous donne une petite fraction de déplacement et on l'ajoute à notre position. Ouais, donc Antoine, merci Antoine. Antoine est en train de mettre plein de documentation dans le chat de formation en même temps pour ceux qui veulent un peu plus de description. Donc vous pouvez aller checker ces infos-là. Merci Antoine. Donc là, avec ce que j'ai là, si je pars mon jeu, normalement, en partant mon jeu, mon tank reste là. Et là, si j'appuie sur la touche W, il y a quelque chose qui marche pas. 2 secondes. Non, il est en train de se déplacer, juste vraiment, vraiment lentement. On peut voir, là, si je sélectionne mon tank, il se déplace vraiment, vraiment, vraiment lentement. Je mets un move speed de 10. Je pense que ça devrait être bon. Juste voir si j'ai manqué de quoi. J'ai pris le mouvement. Turn input, move speed. Ah, c'est vrai. Dans le fond, j'ai oublié de prendre en compte mon vitesse de déplacement. Mon erreur. Donc, j'ai pris le forward, j'ai pris l'input du joueur. Mais on se rappelle, j'avais mis une vitesse de déplacement que je veux gérer moi-même. Donc, on va multiplier par la vitesse de déplacement que je vais aller copier-coller. Move speed. Et là, je multiplie par la fraction de temps. Donc, avec ça, je prends le vecteur vers lequel le joueur fait face. Je vais chercher le input qui est entre moins 1 et 1. Donc, ça va vraiment juste servir à soit dire va vers l'avant ou vers l'arrière. Je vais multiplier par une valeur, donc 10, et ensuite par le délai de temps qui vient de se passer. Donc, c'est vraiment une très petite valeur, ce qui va nous donner un mini déplacement de rien. Mais le fixed update se fait appeler tellement souvent que ça donne un mouvement fluide. Et là, si je pars mon jeu, et que donc on voit, j'ai du déplacement. C'est quand même un peu bizarre. Ah, ok, c'est mes... J'ai pas mis les bonnes touches. J'ai mis horizontal, j'aurais dû mettre vertical. En ce moment, ça se déplace avec mes touches A et D. Donc, encore une fois, je me suis planté. C'est pas horizontal qu'on veut, c'est vertical. Donc, pour W et D. Mon erreur, je suis vraiment désolé. Donc, si je sauvegarde ça. Pourtant, je suis en train de checker un peu. Ouais. Ça devrait marcher. Puis là, si je pars, je vais pouvoir me déplacer avec mes touches W et D. Juste vers l'avant puis l'arrière, mais on va tourner dans pas long. Mais juste pour le moment, avec ce que j'ai fait, j'ai un déplacement fluide de mon objet de l'avant vers l'arrière. Ça se fait dans le fixed update. Et c'est très fluide comme mouvement. Pour le moment, je suis allé chercher mes inputs dans le fixed update. Ça a l'air très fluide. Mais on va voir le petit bug tantôt quand on va tourner en même temps dans le fixed update, vous allez voir des petits glitches. Donc on va éventuellement déplacer où est-ce qu'on va chercher l'input, mais pas pour l'instant. Pour l'instant, on veut juste finir tout ce qui est déplacement. Donc je peux me déplacer de l'avant vers l'arrière. Je vais vouloir aussi tourner mon petit tank
en fonction de mes touches A et D. Donc pour tourner de gauche à droite ou de droite à gauche. Donc pour ça, ça va être un peu le même principe. Si je vais checker sur mon Rigid Body, ou Tank Rigid Body, j'ai un Move Rotation, qui est même chose que Move Position, mais pour la rotation. Donc pour ça, ça c'est Antoine avec l'Input Manager. Ah ouais, je pourrais aller montrer ça dans le fond. Donc je disais que c'était les axes vertical et horizontal, c'est des axes qui sont déjà créés à la base dans Unity. Donc si on veut aller trouver c'est où, pour ceux qui sont intéressés à peut-être créer leur propre système d'input, on peut aller dans la fenêtre Edit et on peut aller dans les Project Settings. Ouais, les Project Settings. Et on a une section de Input qui est Input Manager ici et on peut voir les différents axes qui existent déjà. Donc on a des axes horizontal qui va chercher les touches gauche et droite, A et D, et aussi le joystick aussi, le join num ici qui est l'axe des X sur la manette. On a l'axis vertical qui est déjà créé pour nous aussi. Donc dans le code, quand j'utilise le nom ici, le string vertical, il faut que ce soit exactement le même nom qui se trouve dans le input ici. Donc c'est vraiment très important, c'est case sensitive, donc les majuscules c'est important, il faut que ce soit écrit exactement de la même façon. Et on peut voir, on a d'autres axes, on a le bouton pour tirer, qui est déjà implémenté pour nous dans Unity de base. C'est la touche contrôle, ou mouse 0 qui est le clic gauche. Je pourrais le changer, je pourrais dire, ben moi je veux pas le left control, je voudrais peut-être que ça soit mes touches A et D. Donc vous pouvez venir modifier ces inputs-là. Vous pouvez même en rajouter. Donc pour en rajouter, vous pouvez juste ajouter, changer le nombre d'axes si on veut. Je peux mettre genre 19. Puis là j'ai un 19e qui vient de se rajouter, j'ai cancel 2 fois. Puis là je pourrais dire, ben moi je veux Gravity Jump. Ça pourrait être mon nom d'axe, puis je pourrais, ici ils ont mis la touche espace, je pourrais mettre le nom d'une touche. Donc il y a quand même beaucoup de documentation là-dessus. Si vous allez voir dans l'Input Manager de Unity, je pense même juste en cliquant là-dessus, on va l'ouvrir dans Chrome. Ah ouais donc. Ça vous amène à la page de l'Input Manager avec à quoi servent tous les champs, même éventuellement c'est quoi les noms des touches. Donc les touches pour les flèches c'est up, down, left, right. Les lettres c'est la lettre en minuscule. Les modifiers, on a right shift, left shift. Donc il y a plein de documentation là-dessus, c'est quand même très bien expliqué. Et il y a même des exemples de code où justement il va chercher le input.getAxisVertical. Donc, est-ce que pour trouver ça, moi j'ai juste été dans l'Input Manager, puis tous les coups vous voyez un point d'interrogation. C'est le bouton pour aller chercher la doc de Unity sur l'interface ou l'objet en question. Donc, je peux fermer ça. Donc, tous mes components, j'ai toujours un petit point d'interrogation ici. Si je clique dessus, ça m'ouvre la page sur les Box Collider avec toute l'information là-dessus. Donc quand même très cool. La documentation est très facile à trouver avec ça. C'est vraiment très intéressant pour les développeurs. Donc pour revenir où ce qu'on était, on avait fait un déplacement de l'avant vers l'arrière. Maintenant, moi, je veux tourner mon petit tank avec le input A et D. Donc, ça va être très similaire à ce qu'on avait fait pour le déplacement, le mouvement. Donc, la rotation, on va créer encore une fois un vecteur 3 qui va être le delta rotation. Donc, une petite fraction de rotation qu'on va appliquer à notre tank. Donc, delta rotation va être égal à
Là, pour la rotation, transform.forward, c'était pour aller vers l'avant. Nous autres, on veut tourner autour de le vecteur up qu'on appelle. Donc, c'est le vecteur qui pointe vers en haut dans le joueur. Donc, transform.up. Donc, dans le cas de notre joueur, en ce moment, c'est l'axe vert qui est l'axe des Y. Mais si jamais votre joueur est peut-être penché dans un certain sens, le up du joueur va être changé. On va peut-être pointer à un angle, mais pour notre exemple ici, quand je fais référence à mon transform.up, c'est l'axe qui pointe vers le haut de mon objet. Donc transform.up, là, on est allé chercher le input get axis vertical pour aller de l'avant vers l'arrière. Je vais juste faire du gros copier-coller et on va aller chercher le horizontal que j'avais utilisé au départ, mais c'était pas une bonne idée. Et je vais le multiplier par ma variable turn speed. Donc je peux commencer à taper turn et ça apparaît là. Et encore une fois, même principe, on va multiplier par la fraction de temps qui vient de passer pour nous donner juste une petite rotation en fonction de l'input puis de la vitesse, mais ça va être une petite fraction dépendamment du dernier moment que FixedUpdate a été appelé. Juste checker encore une fois Antoine qui met plein de docs. Ouais, comme Anthony dit, c'est des shortcuts de vecteurs. Donc vector.up, c'est par défaut 0, 1, 0 pour dire que c'est l'axe qui pointe de 1 unité vers le haut en Y. Et là, vu que je passe par transform.up, c'est l'axe qui pointe vers le haut de mon joueur, si on veut. Donc si mon joueur est penché, le transform.up va être penché aussi. Donc j'ai créé mon delta rotation, qui est la petite fraction de rotation que je vais appliquer à mon joueur. Et là, peut-être que vous allez vous dire, ok, ben je vais faire la même chose. Je vais faire mon tank rigid body. Je vous ai dit qu'il y avait un move rotation. Ben je vais faire comme j'ai fait juste avant. Je vais faire move rotation, puis je vais prendre transform.rotation, puis lui rajouter mon delta rotation. Ça ne marchera pas. Tout ce qui est rotation dans Unity, c'est géré avec les quaternions. Quaternion, c'est quoi? C'est quand même, dans le fond, c'est un objet un peu plus compliqué pour gérer les rotations dans un espace 3D. Si jamais il y en a certains qui vont faire peut-être les cours de développement de jeux vidéo 1 et 2 ou qui vont faire l'infographie, je pense qu'ils en parlent aussi un peu là-dedans. Il y a beaucoup de docs là-dessus. C'est quand même c'est quand même un peu plus compliqué que genre nos rotations classiques X, Y, Z. Mais dans le fond, ça va éviter pour les quaternions, justement, ça va éviter si quand on est en train de changer de rotation sur plusieurs axes, on peut avoir ce qu'on appelle éventuellement un gimbal lock. Si vous voulez aller voir la documentation là-dessus pour comprendre c'est quoi, dans le fond, c'est quand on n'est plus capable de tourner sur un des axes, vu qu'on a trop tourné sur les trois en même temps. Il y a plein de documentation là-dessus. Je vais pas faire, genre, je pourrais passer au moins une demi-heure à vous parler des quaternions, mais ça serait pas intéressant. Donc, je vous encourage à aller checker la doc parce que c'est tout ce qui est rotation, c'est géré avec les quaternions dans Unity. Mais heureusement, Unity nous donne justement la possibilité de transformer entre les quaternions et nos rotations classiques qu'on est habitué en X, Y, Z. Donc ici, on a X, Y, Z, puis on sait que ça va juste tourner autour d'un axe. Ça fait qu'Unity, il y a des fonctions utilitaires pour nous aider de passer d'un quaternion à une rotation en X, Y, Z et vice-versa. Donc si je vais ici, donc je ne peux pas passer mon delta rotation directement. Je vais devoir, dans le fond, me créer un quaternion. Donc si je commence à l'écrire QUA, quaternion, qui va être mon delta rotation quat pour quaternion. Donc c'est la rotation, mais sous forme de quaternion. Puis là, je vais prendre, ça c'est une rotation classique X, Y, Z, vu que c'est un vecteur 3. Je vais prendre cette rotation-là, delta rotation,
Et dans le fond, je peux aller caller les fonctions utilitaires. Donc, si je vais voir la classe quaternion, je peux ensuite faire .euler. Puis Euler, c'est le terme que Unity utilise pour les rotations classiques X, Y, Z. Donc, si vous voyez dans la petite documentation qui est apparue, c'est un peu petit en passant, je sais pas si... Ouais, si je zoome, je pense pas que ça fait différence. Mais dans le fond, Euler, c'est une rotation à X, Y, Z. Et là, je peux lui passer ma variable X, Y, Z. Puis ça va me retourner un quaternion. Ce qui est quand même cool. Et ensuite, je peux utiliser ce quaternion-là pour changer la rotation de mon joueur. Donc, si je vais faire tank rigid body, pour aller chercher mon rigid body, si je vais chercher ma rotation, donc point rotation, je peux voir si ça va me retourner déjà un quaternion. Donc, c'était déjà un indice. Puis là, je vais lui rajouter le mini quaternion que je viens de créer à partir de la mini rotation en X, Y, Z. Donc, je passe mon delta rotation quat. Pas juste delta rotation, ça ne marchera pas. Donc, il faut vraiment lui passer un quaternion. Et ouais, on peut pas, dans le fond, on va pas additionner comme on faisait avec les positions. À la place, on va multiplier. Dans le fond, pour additionner, si on veut, les rotations ensemble. Dans le fond, on multiplie deux quaternions, puis ça va donner une quaternion résultant qui a tourné un peu. Donc, c'est un petit piège, dans le fond. Et de toute façon, vous voyez, si je mets plus, ça donne une erreur dans le code. Il dit on ne peut pas utiliser l'opérateur plus sur un quaternion. Donc, c'est vraiment, il faut multiplier à la place pour additionner, entre guillemets, les quaternions ensemble. Donc avec ça, j'ai dit, donc, pour récapituler, je me crée un delta rotation en X, Y, Z. Donc je trouve c'est quoi l'axe qui pointe vers le haut. Je trouve c'est quoi l'input du joueur avec les touches A et D ou les flèches gauche-droite. Je prends ma vitesse pour tourner, que je peux modifier dans l'inspecteur, et je multiplie par le minuscule fraction de temps qui est passé. Ça me donne une mini rotation à appliquer en X, Y, Z, mais on s'entend dans notre cas à nous, ça va être autour de l'axe des Y. Les axes des X et Z, c'est pas affecté. Et je le transforme ensuite en quaternion, parce que c'est ça qu'Unity veut. Si je veux modifier la rotation, j'ai besoin d'un quaternion. Donc, j'utilise la fonction utilitaire Euler. Je lui passe ma petite rotation X, Y, Z. Ça me retourne un quaternion. Et je peux ensuite l'additionner en le multipliant. C'est un peu... c'est une contradictoire un peu, mais c'est la façon d'additionner deux quaternions ensemble. Et là, si je pars mon jeu, je peux toujours me déplacer de l'avant vers l'arrière, et si je tourne avec mes touches A et D, je suis en train de tourner de gauche à droite, et vu que j'ai dans mon input, ici j'ai utilisé le forward de mon joueur, ben sur mon objet, le forward est en train de tourner. Donc si j'appuie maintenant sur W, ben le forward pointe maintenant à droite. Si je tourne encore, mon forward tourne, puis là mon forward pointe à gauche. Ça fait que si j'appuie sur W ou D, ça va se faire en fonction de vers où mon petit tank fait face. Donc, c'est ça. Donc, j'ai un déplacement qui fonctionne quand même assez bien. Et si, admettons, je place des cubes dans l'espace pour tester mes collisions, ça va pas glitcher à travers vu que j'utilise mon rigid body, vu que je fais mes déplacements avec le rigid body. Ça va pas glitcher à travers les murs comme ça l'aurait fait si j'aurais fait un transform.translate pour changer la position. Là, pour le fixed update, je pense pas qu'on voit le glitch vraiment. Je sais pas si vous voyez un peu. Ben, c'est peut-être un peu dur à voir. On va changer la caméra en premier. Mais je pense... On voit des fois, ça répond pas instantanément quand on tourne.
c'est justement à cause de la rotation, vu que c'est un fixed update, c'est pas aussi fluide. Des fois, on voit que ça dérape un peu, mais on va changer la caméra pour voir ça à la place. Euh, donc là, en ce moment, on a un tank qui se déplace. Déjà, quand même du progrès. Ça se déplace avec de la physique un peu, vu qu'on fait des move positions sur le rigid body. Et on utilise l'input du joueur, ce qui est quand même cool. Donc, même si on branche une manette, si je branche une manette en ce moment, ça va marcher. Et bien sûr, j'ai dans l'inspecteur mes vitesses. Donc, 10, c'est beaucoup. Je pourrais dire, OK, ben moi, je veux juste 1, puis je peux tester live. Donc, vitesse de 1, vous voyez, ça se déplace, mais très très lentement. Je peux jouer avec la rotation. Je dis, OK, ben ça tourne un peu trop vite, mais ça se déplace pas assez vite. Puis là, je peux tester, voir. OK, rotation de 45, ça tourne vraiment pas vite. 90, c'est vraiment le meilleur. Ce que je savais déjà parce que j'avais testé. Mais c'est ça, vous pouvez jouer avec les valeurs pour trouver un input qui vous convient. Là, je sais pas si vous le voyez, là, moi je le vois à mon écran, je le vois des fois que mon tank est en train de drifter un peu, justement parce que l'input arrive dans le fixed update, puis des fois, il se met pas à jour tout de suite. Je le sens un peu quand je contrôle. Vous allez peut-être le sentir de votre côté aussi. Donc, je vais juste arrêter ça. Je vais remettre mon 10 parce que j'aime bien me déplacer rapidement. Très important de sauvegarder régulièrement votre scène pour ne pas perdre vos changements. Donc, j'ai la petite étoile, je fais un petit CTRL S, c'est fait. Donc, j'ai mon déplacement de fait. Peut-être voir, y a-t-il des questions à date? Est-ce que tout le monde suit? Je ne vais pas trop vite. J'essaie de bien expliquer, puis de prendre le temps d'expliquer les différents concepts. Mais il ne faut pas hésiter si vous avez des questions ou des incertitudes à poser vos questions dans le chat. Ça a l'air de bien aller, mais il ne faut surtout pas hésiter si vous avez des questions, des commentaires. Antoine est là dans le chat pour répondre. Moi, je peux prendre du temps pour élaborer un peu. Puis, bien sûr, c'est enregistré, donc si jamais vous êtes trop gêné pour poser vos questions, vous allez pouvoir aller réécouter la vidéo plus tard. Donc, j'ai mon déplacement. Là, je disais, c'est peut-être plus apparent. On va peut-être utiliser, replacer un peu la caméra pour que ça suive mon joueur. C'est sûr que des fois, on peut mettre des scripts pour avoir un déplacement peut-être avec un peu de délai ou qui reste à une certaine distance du joueur. Dans notre cas à nous, on va hacker de quoi de très simple. Donc, ce que je peux faire si je veux faire suivre ma caméra, une façon très simple de le faire, c'est de tout simplement mettre ma caméra en fond du joueur. Si je fais ça, donc tout ce que j'ai fait, j'ai juste, pour ceux qui l'ont peut-être manqué, j'ai sélectionné ma caméra, j'ai dragué et je l'ai droppé sur mon objet parent, puis ça l'a mis comme enfant. Et là, si je pars mon jeu, on verra peut-être pas de différence, mais dans le fond, là je suis en train de bouger, vous voyez un peu avec mon ombre, et ma caméra reste toujours à la même distance. Donc avec ça, moi ce que je peux faire, c'est de prendre ma caméra, de lui dire ok, ben ma caméra va être un peu plus haute. Donc là, je sélectionne pas la racine, je sélectionne vraiment ma caméra. Donc ma racine de joueur reste à 0 à peu près. Je sais pas pourquoi il est à genre là. Donc il reste à 0. Et là, je fais juste placer ma caméra par rapport à cette position-là. Donc je vais dire, ben je le veux peut-être 3 de haut. 3 ou 4. Puis là, quand j'ai ma caméra de sélectionnée, je peux voir un petit aperçu en bas à droite de la scène. Et si je veux vraiment voir ça plus grand, ben je peux juste cliquer sur mon Game View et voir à quoi va ressembler ma caméra. Hauteur de 3, c'est quand même pas pire, honnêtement. Je pourrais peut-être lui mettre une hauteur de 4 et mettre une petite rotation en X. Peut-être de genre 40. Non, 40 c'est trop. De 30. Puis là, il est à moins 10, donc il est à 10 unités en arrière. Je peux peut-être le rapprocher un peu à genre moins 5. Donc là, j'ai placé ma caméra à peu près. Vous pouvez le placer avec la façon que vous aimez. Libre à vous, qu'est-ce qui est confortable pour vous. Moi, j'aime bien ce point de vue-là.
Je vais sauvegarder mes changements. Et là, si je pars ma scène, là, c'est sûr, j'ai pas vraiment de point de référence dans ma scène, donc c'est pas évident. Mais là, si je me déplace, on voit que la caméra reste toujours à la même position et au même angle, au même angle si on veut en arrière du joueur, donc tout le temps un angle de 30 degrés à 4 plus haut et moins 5 en Z en arrière de mon joueur. Là, c'est sûr, j'ai pas vraiment de point de référence, donc ce que je vais faire rapidement, je vais juste me rajouter quelques objets 3D juste pour avoir des points de référence dans ma scène. Je l'ai mis. Je vais le mettre à 2 qui est là. Ok, je suis dans la game view. Je vais juste placer quelques objets. Maintenant, ce que je pourrais faire, je vais pas prendre des cubes, je vais aller prendre des assets du Cartoon Tank. J'ai des prefabs. Je vais aller chercher une boîte. Ça a l'air bon. Pour mettre des prefabs dans la scène, je peux tout simplement aller dans mes dossiers, trouver le prefab qui m'intéresse. Et ben moi, je vais mettre de quoi qui contraste. Donc, je vais mettre une petite boîte rouge qui est très petit. Donc, moi, ben, je vais l'agrandir un peu. Donc, je vais mettre genre à 2 par 2 par 2. Même ça, c'est petit. 3 par 3 par 3. Déjà mieux. Ouais, on va laisser ça de même. Donc, j'ai une petite boîte de référence dans ma scène. Puis là, je pourrais le dupliquer pour en avoir plusieurs. Je vais dupliquer l'objet déjà dans ma scène parce que je lui ai donné une configuration. Ce que je pourrais même faire, si je veux me garder mon prefab à moi, si vous voulez, qui est modifié, ben je vais me créer un dossier prefabs. Donc dans Assets, j'ai mes dossiers de scène, de script. Je vais me créer un dossier prefabs. Puis dans le fond, ben, il y avait déjà un prefab pour la boîte, mais moi, je me suis fait mon propre prefab en modifiant, dans mon cas, moi, j'ai modifié les dimensions. Donc, je vais juste le remettre à 0 pour le prefab. Puis, pour créer un prefab, c'est très simple. Une fois que je suis satisfait avec mon objet, je le prends, puis je peux le draguer. Et là, il va dire, ben, il y avait déjà un prefab. C'est le prefab de notre dossier Cartoon Tanks qui existe. Est-ce que vous voulez créer une variante ou vous voulez créer un prefab original? Ben, moi, je vais dire, ben, c'est un prefab original, c'est un que j'ai fait, que j'ai modifié. Et ça crée un prefab différent. Et si je place ça dans ma scène, il y a déjà les bonnes dimensions et je peux en placer quelques-unes. Puis il y a lui de départ qui est caché là. Je vais sauvegarder. Donc là, j'ai des boîtes de référence et c'est plus clair dans le fond. Si je vais me déplacer, j'ai des références dans le fond pour mon déplacement. Quand même pas pire. Mais je sais pas si vous voyez, moi je le sens là, quand je me déplace, il y a un petit drift qui se fait. Justement à cause du fait on va chercher l'input dans le fixed update. Fait que je pense que c'est ça qu'on va aller modifier tout de suite pour que ça soit plus fluide. Donc, on va changer le code, puis vous allez voir la différence, je pense, tout de suite, si vous suivez en même temps. Là. On ne voit pas tant. Ouais, je sais. C'est pour ça que je dis, moi, je le sens, vu que moi, je fais l'input, puis je vois la réaction. Euh, vous allez peut-être le tester de votre côté pour voir. Donc, je vais arrêter ça. Aussi, vous avez peut-être remarqué, ma scène en ce moment, les couleurs sont un peu fades. La raison pour ça, c'est que Unity, je pense par défaut, avec les nouveaux projets, euh, ne génère plus le lighting automatiquement. Dans le temps, avec les anciennes versions d'Unity, le lighting était tout le temps généré automatiquement par défaut. Donc, pour changer ça, vous allez en bas à droite complètement. Il y a 4 petites icônes. Donc, un débogueur, la cache, les progrès, puis on a un petit Auto Generate Lighting qui est désactivé par défaut. Si je clique dessus, ça va m'ouvrir la fenêtre d'éclairage que je peux détacher puis déplacer comme ça. Et en ce moment, on voit la case auto-générée a été décochée. Dans les anciennes versions de Unity, ça ne l'était pas. Mais maintenant, par défaut,
ils le mettent pas parce que justement, en auto-générant, dès que je place un objet, ben, Unity recalculait automatiquement l'éclairage, donc où placer les ombres et tout. Puis ça pouvait être quand même intensif. Surtout si vous avez des gros projets, là, générer l'éclairage, les light maps, ça peut devenir vraiment lourd. Donc c'est pour ça qu'Unity maintenant le désactive par défaut. Mais là, moi je peux dire, ben, auto-génère le lighting, c'est un petit projet très simple. Et là, on voit, c'est pas mal plus clair. Et les couleurs ressortent pas mal plus. Là, le blanc en ce moment, ça flash pas mal. Je vais peut-être me créer juste un petit matériel rapide pour que ça frappe moins aux yeux, là, surtout que c'est un peu tard en ce moment, on est déjà 8 heures. Donc, on va juste baisser un peu cette couleur-là. Donc, je vais créer un dossier pour mes matériaux. Materials. Et pour créer un matériel, je vais aller dans le dossier. Je peux faire un clic droit. Rose flash noir. On veut pas brûler les yeux des gens. On va mettre de quoi un peu plus, un peu plus soft. Donc, moi, je vais aller créer. Si je m'en vais dans le menu créer, je vais aller chercher un matériel. Et par défaut, le matériel est blanc. Moi, je vais l'appeler. D'habitude, moi, j'appelle le matériel la couleur que ça va être. Ok, pour Antoine, on va mettre un vert, mais peut-être pas flash. Mais je vais juste le mettre genre green. Puis là, ça te laisse pas activer le auto-generate. Normalement, c'est juste cocher la case, puis ensuite ça va le générer tout seul. Je sais pas, c'est peut-être une affaire de settings. Y a-t-il d'autres personnes qui réussissent pas à générer la lumière? Ou c'est peut-être une affaire de version d'Unity? La case est grisée. C'est bizarre. C'est peut-être une affaire de settings. Ou peut-être pas la même version d'Unity, en effet. Je sais pas si quelqu'un d'autre pourrait peut-être confirmer si c'est bien ça qui se passe, là. En tout cas, pour revenir, j'ai mon matériel. Je vais cliquer pour changer la couleur. Antoine voulait un rose, un vert flash. Donc si je mets un vert flash, boy. C'est un peu intense pour mes goûts. Moi, je vais juste mettre un gris un peu plus mat, comme ça. Puis je vais le mettre sur mon joueur. Même là, c'est un peu beaucoup, comme ça. Donc, ce qui est cool, une fois que j'ai appliqué mon matériel à un objet, si je vais changer le matériel, tous les objets avec ce matériel-là vont se mettre à jour, ce qui est quand même intéressant. Et là, j'ai maintenant une scène avec un peu plus de couleurs. C'est déjà Noël, en effet. On a eu de la neige hier. Puis on annonce pour la semaine prochaine. Donc, let's go Noël, rouge, vert. C'est parti. Donc, c'est pas pire comme départ. Donc, on a notre tank, on a le déplacement, on a placé la caméra, on a mis des matériaux. On a déjà de quoi pas pire. On a un départ de jeu. Donc, encore une fois, je sais pas s'il y a des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Ouais, un jeu de golf. C'est vrai, ça ressemble à Golf with Friends, je pense. Ça, on dirait le même esthétique. Mais ouais, encore une fois, je rappelle, si vous avez des commentaires, des questions, il y a moi et Antoine qui sont là pour répondre. Ça nous fera plaisir. Puis si je vais trop vite ou vous voulez que je repasse, vous avez peut-être un petit bug rapide. Ah, dans Game Mode. Ok. Golf with your friends. Ah ouais, c'est donc bien cool ça. Humble Monthly ce mois-ci. Ouais, donc pour ceux qui aiment ça jouer au golf avec leurs amis, peut-être aller checker ça. Merci pour l'info, Casual Spy. Donc, on va essayer d'avancer un peu vu que le temps passe. On est déjà 8h10. Donc, on a notre matériel, on a notre tank. Là, je pense la prochaine étape, ça va être de créer un projectile. Je vais juste checker mes notes rapidement. Ça ne devrait pas être trop long. Ouais, on est rendu au projectile. Ah, il y a rotate la turret. Ouais, on va faire ça après. On va faire les projectiles parce que c'est quand même cool commencer à créer des projectiles.
On va peut-être pas suivre l'ordre exact de mon document. Donc, les projectiles, on avait passé un peu dessus tantôt. On avait vu qu'il y avait des prefabs de projectiles dans les assets qu'on avait importés. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais aller chercher un de ces prefabs-là. Je pense qu'il y a certains matériaux qui ont buggé. Mais normalement, il y a des missiles pour chaque couleur de tank. Donc, moi, je vais aller chercher le missile qui a la même couleur, si on veut. Rotate dans l'update. Non, j'ai pas fait le rotate dans l'update. C'est vrai, j'avais dit que je voulais changer l'input. On va faire ça après. Je pense que je veux au moins voir les projectiles ce soir. Puis une fois qu'on a fait les projectiles, on va revenir pour bouger la turret, dans le fond. Parce que pour le moment, moi, on a déjà un déplacement, puis on peut tirer vers l'avant pour le moment. Donc, on va essayer de justement faire tirer notre tank. Et je reviens sur le point pour changer la rotation de la turret tout de suite après. Dans les assets de Cartoon Tank, j'ai le missile bleu que je vais amener dans ma scène. Je vais le placer à 0,0,0 ou juste le sortir. Dans le fond, je vais déplacer mon tank vers l'arrière un peu. Juste pour voir. Donc, le missile ici, il est un peu petit à mon avis. Honnêtement, je vais peut-être juste changer le scale directement. Vu que le missile ou le projectile, ça va être vraiment simple, pas obligé de le mettre dans un objet parent comme on a fait avec le tank pour avoir genre le mesh puis la caméra. Ça va être très simple comme objet, donc on va éviter de compliquer les affaires. Je vais juste modifier directement le scale. On va l'augmenter de 2. Je pense que ça ferait du bon sens. Vous pouvez mettre le scale que vous voulez. Moi, je veux juste que ça soit un peu plus visible. Ouais, ça fait du sens. C'est pas trop de différence de grandeur. Ça rentre pas dans la tourelle, mais le joueur s'en rendra pas compte. Donc, j'ai le missile. Là, en ce moment, on va déjà, vu que j'ai changé la taille, pas la taille, les dimensions, je vais le rajouter dans mes prefabs personnalisés. Donc, dans mon dossier prefabs, je vais juste le remettre à 0,0, puis je vais le placer. Donc, clic gauche, je le drague ici. Ça va être un prefab original. Et j'ai maintenant un prefab, je peux en mettre plein dans ma scène. Et justement, pour spawner les objets, on est obligé de l'avoir comme prefab. Si on veut pouvoir les spawner, donc les faire apparaître pendant qu'on joue, on est obligé de toute façon de le mettre comme prefab. Donc je vais le mettre là. Et là, on va commencer pour le moment tout de suite. Je vais juste commencer par les faire apparaître au bout de ma tourelle. Donc, pour les faire apparaître, lorsqu'on fait spawner les objets, souvent on va mettre un point d'apparition sur notre objet. Donc, dans mon cas, moi je veux qu'il apparaisse juste à l'avant de ma tourelle, donc du barrel de mon tank. Donc, si je vais voir dans le mesh, j'ai la tour ici. Puis si je vais voir un peu plus loin, j'ai le canon. Je pourrais le mettre. Ouais, je vais le mettre à l'intérieur de la tourelle. Comme ça, plus tard, quand je vais tourner la tourelle, ben, le point va tourner. Mon point d'apparition va suivre cette rotation-là. Donc, je vais sur mon Tank Free Tower, donc le sous-objet. Donc, dans mon objet joueur, je suis allé dans le mesh et je suis allé trouver la tour qui a déjà un canon comme enfant. Ben, je vais lui rajouter aussi le point d'apparition. Donc, je vais faire un clic droit et je vais faire un Create Empty. Ça va créer un objet vide comme enfant. Et on voit en ce moment, il est comme placé à l'intérieur, il est placé à l'origine de mon objet. Donc, je vais déjà le renommer en premier. Je vais l'appeler Projectile Spawn Point. Donc, c'est le point d'apparition de mon projectile. Et je vais venir le placer manuellement. Je veux le placer juste en face, juste à l'avant ici. Je vais le placer quand même un peu plus loin en avant, parce que comme il est quand même assez grand,
ben, j'ai changé les dimensions. Donc, on veut pas qu'en sortant, en tirant la balle, que ça rentre à l'intérieur de la tourelle. Donc, je vais juste le placer un peu plus à l'avant. De toute façon, avec nos effets de particules, le joueur verra même pas la différence. Mais c'est quand même important pour éviter d'avoir des collisions tantôt. Ben, plus tard, on va mettre des collisions sur nos balles pour que ils vont appliquer du dommage. On veut éviter justement que ça, on s'endommage soi-même. Donc, je mets le point juste ici, vous le placerez comme vous trouverez bon. Là, vu que j'ai modifié le prefab, je vais créer un prefab de mon joueur aussi, juste pour avoir tous mes settings d'enregistrer. Donc, une fois que vous avez placé le point, je peux prendre mon objet parent puis le glisser au complet dans mes prefabs. Et là, j'ai un tank qui a les scripts déjà configurés avec une caméra et tout. Comme ça, si jamais par erreur je supprime mon joueur, ben, je peux aller le retrouver dans mes prefabs. Déjà tout bien configuré. Donc là, j'ai mon tank. Puis là, ce que je voudrais faire, ça serait de faire apparaître des objets. Ou, ouais, tu pourrais contrôler deux tanks en même temps. Tu pourrais avoir le même setup pour les deux. C'est sûr que dans ce cas-là, je ne mettrais pas la caméra à l'intérieur, mais ça pourrait être intéressant. Peut-être un jeu où vous contrôlez deux objets en même temps. Ça pourrait être intéressant. Donc, on va retourner dans notre script de contrôleur de tank, parce que c'est là qu'on va faire apparaître des objets. Donc, je vais y aller tout de suite. Donc, j'ai mon fixed update ici. Et là, moi, je vais me créer une fonction pour faire apparaître la balle. Pour le moment, ça va juste faire apparaître un objet. Mais plus tard, on va jouer des effets sonores, peut-être jouer des effets de particules. Donc, c'est quand même bien d'avoir une fonction pour ça. On va déjà le faire tout de suite. Donc, je vais aller plus bas et je vais me créer une fonction void. Donc, ça ne va rien retourner. Je vais l'appeler fire, donc pour tirer. Ça ne reçoit pas de paramètres. Et on va ouvrir les curly brace comme ça. Là, d'abord, je vais devoir spécifier c'est quel objet que je veux tirer. Pour ça, on va créer une variable sérialisée que, mettons, notre level designer va pouvoir draguer un objet dans ce champ-là pour le faire apparaître. Ben, pour qu'il soit tiré par le tank. Donc pour ça, pour ajouter un GameObject, ouais, on va créer encore une fois un serialized field privé, donc je vais faire du copier-coller parce que c'est moins long. Et ça va être cette fois-ci un GameObject, donc un objet de Unity. Donc nos prefabs, c'est des GameObjects. Et je vais l'appeler projectile. Et comme j'ai dit tantôt, je vais l'initialiser à nul, juste pour pas avoir des messages d'erreur ou des avertissements plutôt. C'est pas des messages d'erreur, mais c'est des avertissements, puis je veux pas que mon log soit rempli d'informations inutiles. Donc avec ça, j'ai mis projectile. Si je viens ici, le temps que Unity compile, j'ai maintenant un champ projectile qui prend un GameObject. Et je peux déjà le setup. Je peux aller dans mes prefabs, pogner mon projectile, puis le glisser dans le champ projectile ici. Donc, c'est cet objet-là que je vais utiliser pour tirer. Donc là, je vais retourner dans mon script, vu que je l'ai déjà configuré. Et là, dans ma fonction, on va faire apparaître l'objet. Donc pour ça, on va aller chercher une fonction qui s'appelle instantiate. Donc, instantiate, c'est justement une fonction de Unity pour créer un objet. Donc, moi, ce que je veux créer un projectile. Donc, on peut voir si je mets juste des parenthèses, je vois tout ce que je pourrais passer. Donc, je pourrais passer un objet. Si je regarde les options, je peux passer un objet et la position ou le transform du parent si on veut l'associer à un objet. Donc, il y a plein d'options. Moi, je vais utiliser lui. Je vais commencer par faire apparaître un projectile. Et moi, je vais choisir
la position où je veux le faire apparaître. Ça va être la position sur mon la position que je viens de placer, l'objet vide que j'ai mis sur mon joueur. Le point d'apparition, le projectile spawn point. Mais moi, je vais avoir besoin d'une référence à cet objet-là. Donc, comment je vais faire ça? J'ai juste vu qu'il y a encore de la doc. Ouais, parfait, merci Antoine. Donc, pour aller chercher un sous-objet, parce que moi, dans le fond, je vais dire, ben, fais apparaître un nouveau missile à la position de mon projectile spawn point. Et pour ça, ben, il va falloir que je me crée une référence à ce point-là. Donc, déjà dans Awake, je vais chercher le rigid body. Ben, je vais avoir une autre variable privée que lui, ça va être, je pense, on peut mettre un game object, vu que c'est un empty game object. Donc, un game object, et je vais l'appeler projectile spawn point. Je vais le mettre à nul en partant, vu qu'il ne contient rien par défaut. Et comme j'ai fait pour le rigid body, ben, dans Awake, quand mon script est en train de loader, ben, je vais initialiser ma variable projectile spawn point, je vais dire qu'il va être égal à, et là ce que je peux faire, je peux utiliser le transform de mon objet parent. Donc le script se trouve sur mon joueur, donc si je fais transform, je peux appeler la fonction find. Et ça, ce que ça fait, ça va aller chercher dans tous les enfants de mon objet pour trouver un objet avec un certain nom. Si votre objet est quand même énorme avec beaucoup de sous-enfants, ça peut être long comme processus. C'est pour ça qu'on met ça dans le awake. Si on mettrait ça dans le start, ça se pourrait que mon jeu freeze, mon joueur load dans le jeu puis freeze pendant que mon script va trouver l'enfant dont il a besoin. Donc moi, c'est pour ça qu'on le met dans awake pendant que les scripts load. Donc moi, je vais faire un find. Et dans find, on doit passer un string. Donc ça va être le nom, mais ça va être surtout le path pour aller trouver l'objet vide que j'ai placé sur mon joueur. Donc pour ça, si je vais voir le path, si je suis sur le player tank, ben j'ai besoin de passer par ce nom-là, tank free underscore blue. C'est quand même un nom compliqué. Je sais pas si je devrais. Je vais les renommer plus tard, donc je vais peut-être. Ouais, on va juste. Pour garder ça simple, je vais juste prendre les noms qui sont là en ce moment, mais je vais les changer plus tard parce que c'est un peu compliqué comme nom. Donc, pour être sûr d'avoir exactement le bon nom, parce que c'est vraiment, encore une fois, c'est case sensitive, il faut que ça soit écrit exactement de la même façon. Je vais juste comme aller renommer l'objet, mais au lieu de le renommer, je vais juste copier le nom. Et là, je vais revenir ici et je vais coller. Donc, je passe par cet objet-là. Puis ensuite, je vais aller voir le sous-objet qui s'appelle ça. Je vais renommer, copier, pour être sûr d'avoir écrit exactement comme il faut. Et enfin, l'objet que je cherche, c'est le sous-objet écrit comme ça. Je vais renommer, copier, revenir dans mon code et coller. Et là, je mets un point virgule à la fin. Donc ça, ce que ça fait, ok, ça c'est le path. Puis là, vu que si on va voir ce que ça retourne un transform. Parce que la façon comment Unity marche quand il va chercher des objets, vu que je passe par le transform, ça va retourner un transform. Ben moi, je vais aller chercher .GameObject pour aller chercher le GameObject associé à ce transform-là. Éventuellement, je pourrais juste utiliser le transform directement. Ça pourrait peut-être être moins long. Déjà que je vais juste utiliser la position et la rotation. Ouais, c'est ça que je vais faire. Donc, au lieu d'enregistrer le GameObject, je vais juste enregistrer le transform parce que c'est tout ce que j'ai besoin pour faire apparaître mon objet. J'ai juste besoin de la position de la rotation, puis ça se trouve dans le transform. Donc, je ne vais pas enregistrer trop d'informations pour rien. Je vais juste enregistrer la transform, puis comme ça, je peux enlever mon point GameObject.
Euh, je le serais quoi? Ben, je veux dire, dans Doc, tu sais, ça prend un transform, l'instantiate, là. Fait que t'as pas Ouais, besoin de passer par le game object, là. ouais, je sais. Mais c'est juste des fois, peut-être que tu aurais besoin de d'autres. Admettons que tu voudrais peut-être activer l'effet de particules à un endroit, genre. Tu aurais Ben, tu peut-être peux faire un besoin. game object.find aussi et non un transform.find. Ouais, aussi. Tu peux trouver le game object directement par là, mais en tout cas, Ouais. je t'interromps pas. Non, c'est parfait. Merci pour l'info. Mais nous autres, dans ce cas-là, pour l'instantiate, on a juste besoin du transform, donc on va utiliser transform.find. Donc ça va vraiment, dans mon objet, chercher avec le path que j'ai fourni pour aller trouver l'objet. Et ça va retourner un transform que j'enregistre. Et ensuite, dans mon instantiate, je peux chercher le projectile spawn point. Ce que j'ai besoin de passer, je pourrais juste passer le. Si je passe le transform au complet, ça va le mettre en fan. C'est pas ça que je veux. Moi, je veux utiliser la position et virgule projectile spawn point point rotation et un point virgule à la fin. Donc ça, ce que ça va faire, ça va créer une instance de projectile à la position et à la rotation de mon point que j'ai placé sur mon tank tout à l'heure, que je suis allé chercher avec le path. Donc avec ça, et là j'ai mis ça dans une fonction, mais si je pars mon jeu, il n'y a rien qui va se passer parce que je ne call jamais la fonction. Donc, je ne sais pas si vous vous en rappelez tout à l'heure, on avait vu que on avait vu qu'il y avait différents inputs. Dans le input manager, on avait vertical, horizontal. Puis j'avais parlé de Fire 1, qui est le bouton pour tirer. Donc je pourrais l'associer à Fire 1, mais on peut aussi juste utiliser directement le input de la souris. Donc pour pogner l'input, moi je vais le faire dans l'update, vu que je veux tout déplacer mon input là éventuellement. Donc dans la fonction update, je vais faire if et je vais aller checker input.get. Je peux faire get mouse button down pour checker si le joueur clique sur la souris. Et je peux passer l'index du bouton à checker parce que par défaut, les souris, si vous avez un souris de gamer, vous allez peut-être avoir 20 boutons dessus. Mais par défaut, la souris, elle a 3 boutons. Clic gauche, clic droit, et on peut cliquer sur la roulette de la souris. Et vu qu'on passe en informatique les index partent de 0, donc on met l'index 0 pour aller chercher le clic gauche. Index 1 c'est clic droit, puis index 2 c'est la roulette. Et là, donc si le joueur clique sur le clic gauche, je vais appeler ma fonction fire qui pointe sur ma fonction ici, qui pour le moment fait juste instantiate. Donc si j'aurais juste cette ligne-là, je pourrais pas faire de fonction puis le mettre directement ici. Mais on va rajouter d'autres, un peu plus de code plus tard, donc c'est pour ça que je l'ai déjà mis dans une fonction. Là, si je sauvegarde et que je pars et que je tire, vous voyez, je viens de faire apparaître des projectiles. Mais pour le moment, il y a Tu rien devrais qui... mettre le projectile direct dans update, ça serait beaucoup plus drôle. Sans input, là. Ouais, mais ça va faire cracher mon ordi, puis je suis en train d'enregistrer en même temps, puis ça me tente pas. Mais ouais, c'est Antoine, ce qu'Antoine dit dans le fond, c'est si vous mettez, vous pouvez mettre le call à fire. Moi, je l'ai mis sur le if, on clique gauche. Mais si je mets juste fire sans condition, ben ça, à toutes les frames, ça va faire apparaître un objet. Là, mes objets n'ont pas de physique, mais si vous voulez vous amuser, vous pouvez ajouter un rigid body sur votre balle et juste le coller à l'infini dans Update, puis ça va juste créer plein de balles qui vont toutes s'envoler dessus, puis éventuellement faire planter votre Unity. À vos risques et périls. Donc là, en ce moment, j'ai réussi à faire apparaître un objet lorsque je clique gauche. Et là, en ce moment, mon objet, il fait pas grand-chose, il fait juste apparaître dans le monde, il n'y a rien qui se passe. Donc moi, ce que je vais faire, je vais rajouter un script sur mon projectile pour le déplacement.
Puis tout ce que je vais faire comme déplacement, je parlais de rigid body tout à l'heure, je vais justement rajouter un rigid body sur ma balle et je vais ajouter une force au moment que la balle est créée dans le monde. Puis ça va juste pousser la balle, puis là la physique va s'occuper du reste, puis la faire atterrir éventuellement à terre. Donc, on va prendre mon projectile. Là, en ce moment, je l'ai juste en tant que prefab, mais je peux encore le modifier. Si je clique dessus, je peux ajouter des components. Je ne suis pas obligé de le mettre dans ma scène et ensuite d'aller chercher Add Component. Je peux le modifier directement juste en le sélectionnant dans mes dossiers. Et je vais d'abord ajouter un Rigid Body. Si je rajoute un Rigid Body, il va falloir aussi que je rajoute un Collider. Parce que si je fais juste rajouter de Rigid Body sans Collider, ben ma balle va juste passer à travers le sol. Donc pour ça, je vais quand même le placer dans ma scène juste pour voir à quoi va ressembler ma zone de collision. Donc je vais ajouter un Collider. Moi, je vais garder ça simple. Je vais faire juste un autre Box Collider. Et Unity est quand même intelligent. Il va placer une zone de collision qui respecte exactement les limites de mon objet. Ce qui est quand même cool. Puis je vais juste mettre un cube pour le moment. De 1, ça va être plus simple de gérer les collisions. Puis de 2, oui, il y a des petits coins qui dépassent, mais on s'entend. Si le coin touche mon joueur, ça risque le reste de la balle va probablement le toucher aussi. Donc juste une zone de collision en forme de boîte, ça va suffire. Et je vais faire un Add Component Rigid Body pour avoir de la physique. On peut laisser une masse de 1, c'est pas trop important pour le moment. Là, vu que j'ai modifié mon prefab, vous voyez, il y a des petits plus qui sont apparus à côté des icônes de mon component. Ça, c'est pour dire, ben là, tu as un prefab de base dans tes dossiers, mais lui, dans ta scène, tu l'as modifié. Tu viens de rajouter ces deux trucs-là dessus. Mais si je m'en vais voir mon objet dans mes dossiers, ils ne sont pas là. Donc, ce que je peux faire, mettons que j'ai modifié l'objet dans ma scène, puis je veux que cet objet-là, les changements soient appliqués sur l'objet dans mes dossiers. J'ai juste à sélectionner mon objet, et en haut à droite, maintenant qu'il est rendu prefab, il y a une section prefab qui est apparue. Je peux ouvrir le prefab auquel il fait référence, et j'ai une section overrides. Puis cette section-là va me montrer tous les changements que j'ai faits à l'objet dans ma scène qui ne sont pas sur mon objet de référence. Puis là, ce que je peux faire, je peux revert all. Admettons que je veux reset mon objet pour qu'il soit exactement comme l'objet de référence. Ou je peux les appliquer. Si je les applique, je vais voir sur mon objet de référence et les components viennent de se rajouter. Donc quand même intéressant. Si vous modifiez directement ici, donc si j'aurais acheté un component directement sur l'objet de référence, le changement aurait pris effet dans la scène, mais pour aller dans le sens inverse, il faut que je sélectionne mon objet, je lui rajoute de quoi, puis ensuite que j'applique mes changements. Donc en ce moment, il n'y en a plus. Mais si je rajoute un script, admettons, donc si je fais Add Component, on va déjà le faire. Je vais ajouter un script qui s'appelle Projectile Controller. Donc ça va être le contrôleur pour le projectile. C'est un nouveau script. Je fais créer et ajouter. On voit ça rajouter le script sur mon objet. Là, il est en train de reloader. Et on voit encore une fois le petit plus. Si je vais voir dans les overrides, il dit « Hey, tu as ajouté un script dans la scène, mais le script n'est pas encore sur l'objet de référence. » Fait que je peux prendre l'objet de ma scène et dire « Ok, ben, applique mes changements. » J'ai plus d'override dans la scène, puis si je vais voir l'objet de référence, le script s'est rajouté. Donc quand on travaille avec les prefabs, ce qui est cool, on peut vraiment appliquer des changements rapidement d'un objet à tous les autres similaires en passant par le prefab. Donc j'ai un contrôleur, on va ouvrir ce script-là aussi. Donc dans ce script-là, il y a du stock qu'on n'utilisera pas. Donc on n'aura pas de fonction update, on ne va pas faire de changement à toutes les frames, donc on peut déjà enlever cette section-là. Par contre, ce qu'on va avoir, c'est en partant, on va ajouter une force au moment où
le start est appelé. Puis start, c'est appelé, dans mon cas à moi, je vais faire créer un objet dans la scène. Et au moment que l'objet apparaît, la fonction start va se faire appeler aussi. Donc c'est là que je vais ajouter ma poussée, si vous voulez, à mon projectile. Donc d'abord, ce qui est quand même intéressant, encore une fois, j'aimerais ça pouvoir changer la force qui est appliquée. Donc je vais aller chercher un serialized field de mon contrôleur de tank. Je vais le copier puis je vais le paster ici. Moi, je vais l'appeler projectile speed. Ça va être la vitesse. Oups, de frappe. Ça va être la vitesse à laquelle l'objet va partir. Et je vais le laisser à 10. Vous allez voir, vous allez pouvoir le modifier par la suite dans l'inspecteur, mais 10 par défaut, c'est pas pire. Et là, encore une fois, si je veux appliquer la force, j'aurais besoin du rigid body. Par contre, dans le cas du projectile, je vais juste en avoir besoin d'une fois. Donc si on se rappelle, dans le contrôleur, j'ai enregistré le rigid body dans une variable pour pouvoir le réutiliser ensuite dans le fixed update. Puis le fixed update est callé plusieurs fois par seconde, puis si j'irais à chaque coup faire un get component, ça peut devenir lourd. Mais dans le cas de mon projectile, j'en ai juste besoin d'une fois. Donc j'ai pas besoin de l'enregistrer dans une variable. Je peux juste faire directement get component. Je vais aller chercher le rigid body de mon projectile et je vais faire un add force. Non, pas un add force parce que l'add force va juste s'appliquer pendant une fraction de seconde. Je vais changer la vélocité de ma balle en partant. Donc, si vous vous rappelez de vos cours de physique, une force, c'est de quoi qui s'applique pendant une fraction de seconde. Si j'appliquerais la force à chaque update, ben, mon objet partirait à une vitesse puis serait tout le temps poussé de plus en plus vite. Moi, je veux juste donner une vitesse initiale puis ensuite laisse la physique s'occuper du reste. Donc pour ça, je vais utiliser la vélocité à la place. Donc, je vais juste dire en partant, ben ta vélocité, tu pars avec une vitesse qui va aller vers le forward de l'objet. Donc, je vais réutiliser mon transform.forward pour aller trouver vers où la balle pointe. Et je vais multiplier ça par ma vitesse que j'ai déclarée en variable. Donc, ce que je fais, c'est très simple. Je déclare une variable pour pouvoir modifier la vitesse de départ. Et ensuite, je dis, une fois que l'objet apparaît, va chercher son rigid body, puis donne-lui une vélocité ou une vitesse de départ qui est égale à ça. Et c'est une force qui s'applique vers où la balle fait face. Fait que je sauvegarde ça. Vous voyez, j'ai juste mis 2 lignes, mais avec ça, si je retourne dans ma scène, je vais... Des fois, ça prend un petit temps chargé. Je vais enlever ma balle dans la scène, sauvegarder mes changements. Et si je pars mon jeu, maintenant, si je tire, on voit que la balle part avec une force et va venir atterrir à terre. Là, c'est ça pour le moment, ils ne se détruisent pas, mais on a un projectile qui apparaît. Quand il apparaît, il agit comme le vrai projectile, donc il part avec une force. Là, c'est sûr, 10, c'est pas énorme, mais rendu là, vous pouvez... là, on ne peut pas le modifier directement. Là. Si j'arrête mon jeu, je peux aller chercher mon prefab de balle, puis je pourrais dire, ben 10, c'est pas assez à mon avis. Moi, je vais mettre 20, admettons. Puis là, si je pars mon jeu, vu que j'ai modifié le prefab, tous les objets qui apparaissent vont avoir ça. Puis là, je tire, puis ça se rend pas mal plus loin. Là, c'est sûr, en ce moment, ça glisse à terre. Et en plus, ça passe à travers mes boîtes, parce que mes boîtes, c'est juste des mèches. Il n'y a pas de collision. Mais vous voyez, vous pouvez tirer une balle qui va suivre... qui va être affectée par la physique, dans le fond. Puis nous autres, on va faire en sorte qu'une fois qu'il touche à quelque chose, il va disparaître. Mais pour le moment, ils font juste... On peut juste en spawner plein, puis ils vont juste aller glisser pendant un certain moment dans le monde. Donc, on a réussi à tirer des balles.
avec des prefabs, on a réussi à créer un objet. C'est pas pire. Là, il est quelle heure? 42. Donc, on aurait peut-être le temps de faire la rotation de la tourelle. Parce que là, en ce moment, je fais juste tirer vers où je fais face. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être un style de jeu éventuellement, juste tout le temps tirer vers l'avant. Ça pourrait être un style de gameplay. Mais moi, c'est pas ça que je veux nécessairement. Moi, je veux que la tourelle suive ma souris. Donc, c'est ça qu'on va faire maintenant. Si ça vous va, je checker rapidement le chat. S'il y a des questions, mais ça a l'air de toujours bien aller. Merci en passant pour votre pour votre participation. Il y a quand même plus de monde que prévu. Parfait, Jen, merci. Donc, c'est ça. On va faire, je pense, on va finir avec ça à soir. On va faire tourner la tourelle pour que, vu que ma tourelle va tourner, ben ma position d'apparition va tourner avec et je vais pouvoir tirer dans tous les sens. Ouais, shout out à Théo, pour qui c'est vraiment tôt le matin. Donc merci d'avoir resté debout avec nous. Donc, on va revenir dans le contrôleur de tank. Donc, mon projectile, je peux le fermer pour le moment, j'en ai plus besoin. Je vais aller venir travailler ici avec le projectile. Et là aussi, je vais, vu que je vais suivre la position de la souris, je vais mettre ça dans le update aussi. Parce que ça n'affecte pas la physique, j'ai pas besoin de mettre ça dans un fixed update. Je vais juste le garder dans l'update directement, comme ça va suivre de façon plus. Ça va suivre de façon plus fluide la souris. Donc, pour suivre la souris, dans le fond, on va avoir besoin de savoir c'est quoi la position de la souris dans la scène. Puis Unity nous donne des outils pour faire ça. Donc, sur mon script d'update, je vais laisser le fire, mais je vais rajouter une section au-dessus. Et dans le fond, on va faire ce qu'on appelle un raycast. Un raycast, dans Unity, puis dans la plupart des engines ont ça. Dans le fond, on va tracer une ligne ou un ray. Donc, un ray, c'est un rayon si on veut, mais ça veut pas vraiment dire la même chose. Mais c'est vraiment, on va tracer une ligne qui part de la position de notre souris dans l'écran et qui il va atterrir, va se rendre jusqu'à un certain, il va continuer dans le monde jusqu'à temps qu'il frappe un objet. Et une fois qu'il frappe l'objet, ben ça va retourner quel objet qui a frappé et où se trouve cet objet-là. Donc nous autres, ce qu'on va faire, on va dire ben on va dire ben la caméra pointe dans une certaine direction. Puis il y a la souris dans l'écran, donc on va faire un ray trace à partir d'où se trouve la souris dans l'écran pour aller jusqu'à temps qu'on frappe de quoi dans le monde. Et une fois qu'on frappe de quoi, on va retourner cet objet-là et on va tourner notre tourelle pour pointer vers cette position-là. Donc, je vais revenir ici. Donc, pour le ray trace, on va d'abord. Il y a plusieurs façons de le faire. Moi, je vais d'abord déclarer. On peut d'abord genre déclarer un ray qui est genre la ligne qui va être tracée. Donc, on va déclarer la ligne en disant d'où est-ce que tu vas partir, puis ensuite on va faire la trace. Donc, c'est un peu ça ce que je vais faire. Donc, si je fais un nouveau ray, puis je dis que ben moi je veux partir ma ligne. Si on check le ray a besoin de il a besoin d'une position. C'est sûr que c'est un struct, mais si je vais voir c'est quoi le struct, je pense que je peux. Je vais aller voir la référence. Donc je peux lui passer une origine puis une direction. Donc moi ce que je vais lui passer, dans le fond, je vais juste lui passer une origine, je pense. Ça retourne quoi? Ouais, je vais juste lui retourner l'origine, d'où va partir le point.
puis la direction, ça va être calculé plus tard. Mais on va pas trop rentrer dans les détails, je vais juste faire le code. Si vous voulez plus en apprendre, il y a quand même de la doc là-dessus, si vous allez chercher dans Unity. Si je me trompe pas, je vois dans le chat, ouais, Antoine vient de mettre la doc, merci Antoine. Donc, ce que je vais faire dans le fond, ben, je vais dire, ben, mon ray, ta position de départ, ben, tu vas partir de ma caméra. Donc, je peux utiliser la classe caméra dans Unity. Et je peux aller chercher .main pour aller chercher la caméra principale de la scène. Donc, de toutes les caméras, donc Unity garde, si admettons vous avez plusieurs caméras, Unity va garder une liste de caméras, mais il y a une des caméras qui va avoir le tag, si on veut, main. Donc, si je fais caméra.main, ça me retourne la caméra principale. Et là, je vais faire... ouais, dans le fond, je fais une fonction screen_point_to_ray. Donc, ça prend un point sur la caméra, puis ça va créer un ray ou une ligne avec un point puis une direction à partir de ça. Donc, ce que je peux passer, donc un screen point, ça va être input, point mouse position. Donc, je vais aller chercher la position de la souris. Je vais passer ce point-là à ma fonction. Puis la fonction, lui, va retourner un ray ou une ligne qui dit, ben, ton position de départ, c'est le point de la souris sur la caméra, puis ça va vers la direction où pointe la caméra. Puis on crée la ligne avec ça, ou le ray, et ensuite on va faire, dans le fond, physics.raycast pour tracer une ligne en suivant ce point-là, jusqu'à temps qu'on frappe quelque chose. Donc, raycast, et là, on passe à raycast le ray, donc le point de départ et la direction dans laquelle on va tracer notre ligne. On va passer un out. Donc, un out, c'est si je passe une variable. Je pense, ben, vous allez le voir un peu en C++ pour ceux qui font le cours, mais on peut passer une variable à une fonction et la fonction peut modifier cette variable-là. Comme ça, une fois que la fonction est appelée, la variable contient quoi après, genre. Donc, en passant une variable par référence, la fonction peut modifier cette variable-là directement, puis là, en sortant de ma fonction, ben, ma variable va contenir de quoi. Donc, moi, je me déclare un raycastHit. Donc, ça, c'est un objet spécial de Unity qui va me dire qu'est-ce qui a été frappé par la trace, que je vais appeler hit. Et je vais dire jusqu'où je dois tracer la ligne, pendant combien de temps je la trace, pour essayer de frapper de quoi. Je pourrais mettre une valeur énorme pour aller à l'infini, mais moi je sais que j'ai juste besoin de faire ma caméra est à 5 ou à 4 unités par-dessus le joueur. Donc en mettant une limite de 100, je suis pas mal sûr de frapper de quoi dans le monde. Donc je fais ça, et là, le raycast, si on check ce que retourne la fonction, le raycast retourne un booléen. Donc s'il réussit à frapper de quoi, ça va retourner vrai pour dire « Hey, j'ai frappé de quoi » et le hit, ma variable hit, va contenir toute l'info sur l'objet qui a été frappé. Donc, ce que je peux faire dans le fond, je pourrais faire, si je veux, je pourrais dire, ben, mon booléen raycast a réussi, ça c'est juste un exemple, est égal à ça, fait le raycast, puis ensuite, if raycast a réussi, faites quoi, genre. Là, je code avec du québécois, c'est quand même drôle. Je code en québécois. Mais c'est une variable non nécessaire parce que je m'en sers tout de suite. Donc, tout ce que je pourrais faire, c'est utiliser ma fonction dans le if directement. Comme ça, donc j'aurais pas besoin de déclarer de l'espace mémoire pour enregistrer la variable. Moi, je veux juste faire le raycast, puis si ça retourne vrai, ben je vais faire de quoi. Donc, ce que je peux faire, je peux juste copier ça, puis le mettre directement dans mon if. Puis comme ça, genre, je viens d'éliminer une ligne de code de plus. Ben, je viens d'éliminer une ligne de code, puis de l'espace, j'ai sauvé de l'espace mémoire. Donc, ça va faire le raycast. Puis s'il frappe de quoi avant d'être rendu à 100 unités, il va
retourner vrai, donc entrer dans ma condition. Et je peux aller voir dans Hit. C'est ici, je vais voir dans Hit, voir c'est qu'est-ce qu'il contient. J'ai le point, donc un point 3D dans l'espace 3D où il y a eu collision. Ça me passe quel collider il a frappé. Donc le collider, genre mes objets ont tous des colliders dessus. Donc mon tank, il y a un box collider. Le terrain, il y a un mesh collider. Donc ça retourne une référence sur cet objet-là. Si je check. Donc il y a plein d'autres affaires. Il y a la distance qui a été parcourue avant de frapper. Il y a la normale qui a été créée en frappant l'objet. Donc il y a plein d'informations. Nous, pour le moment, on a juste besoin du point qui a été frappé, mais éventuellement, le raycast peut être utilisé pour plein d'affaires. Ça peut être utilisé pour voir si le joueur touche le sol ou pas. Ça, c'est un exemple classique. Souvent dans les jeux de 3D, pour checker si le joueur touche le sol ou pas, on va faire un raycast vers le bas du joueur pour peut-être la moitié de sa hauteur, puis voir, ben, à la fin de ce raycast-là, j'ai-tu touché au sol? Si oui, ben, il peut sauter. Sinon, ben, tu peux pas sauter. Mettons que tu veux juste permettre au joueur de sauter quand il touche au sol. Donc, en tout cas, c'est des exemples de raycast. Encore une fois, il y a plein de docs là-dessus si vous voulez voir les utilités. Nous, dans notre cas, c'est vraiment nous donner un point dans le monde 3D vers où ma tourelle va se tourner. Et pour tourner la tourelle, moi, ce que je vais faire, je vais juste le mettre directement ici pour le moment. Je vais faire un vecteur 3. Puis, je vais me créer une position vers où ma tourelle va regarder. Donc, je vais appeler mon look at target. Donc, c'est le target vers lequel je veux regarder. Puis, je vais pas utiliser le hit directement parce que si la souris, si mettons le raycast frappe sur le sol, c'est un point plus bas que ma tourelle. Et si je fais juste changer la rotation de ma tourelle pour pointer vers ce point-là, ben ma tourelle va pointer dans le sol. C'est pas ça que je veux juste garder. Je veux juste utiliser dans le fond le point X et Z, puis je veux garder la même hauteur que la tourelle. Mais pour ça, j'ai besoin d'une référence à la tourelle. J'ai un peu dévancé. Donc, j'ai déjà une référence vers le spawn point. Je vais faire le même procédé pour trouver la tourelle. Donc, encore une fois, j'ai juste besoin du transform. Donc, private transform. Je vais l'appeler turret pour le moment. Et je vais le mettre à nul. Et ce qui est le fun pour moi, vu que j'ai déjà le long path pour se rendre au spawn point, ben j'ai déjà la tour dans ce path-là. Donc je peux juste faire... Je vais juste copier-coller du code parce que c'est beaucoup moins long. Je pogne ma turret, je mets ça ici. Puis je dis, ben va trouver... Rentre-toi pas jusqu'au spawn point, arrête-toi à tower. Ça va être une référence vers ma tourelle ici, que je vais pouvoir tourner. Puis qui va tourner en même temps le canon et le point d'apparition. Donc ce qui est quand même cool, vu que je peux réutiliser du code pour sauver du temps dans le fond. Et là maintenant, je pourrais dire, ben, la position vers laquelle tu vas regarder, ça va être un nouveau vecteur 3. Puis tu vas regarder vers... là, je vais utiliser hit.point. Je vais utiliser le X. Pas point to string. Je vais garder la même hauteur. Donc, pour la hauteur du point, je vais dire, ben, va chercher turret.transform.position.y. Puis en Z, ben, je vais aller chercher hit.point.z. Fait que là, je dis, ben, je me suis créé une target, si vous voulez. Donc, la target, il y a une position en X, puis une position en Z, mais il y a la même hauteur que la tour. Ce qui évite que la tour pointe dans le sol éventuellement.
fait des rotations bizarres. Donc, look at target. Et là, as-tu besoin? Third position. J'ai pas besoin de ça, je pense. Third point transform, point position. Ouais. Je vois juste. Je sais pas si j'ai besoin. Non, j'ai pas besoin d'une référence. C'est bizarre. Je vais juste checker de quoi. Je vois des. Ouais, il reste 2 minutes. Je finis ça rapide. Donc, j'ai juste vu mon code en exemple que j'ai fait. Il est pas trop efficace. Donc, tout ce que je vais faire, c'est je vais changer la rotation. Oups, il manque un R. Je vais changer la rotation de ma turret. Ça va être égal à une nouvelle rotation. Puis, encore une fois, pour les rotations, on travaille avec les quaternions, mais Unity, il y a des utilitaires. Donc, je fais quaternion.lookRotation. Et là, je dis, ben, tu vas regarder vers une nouvelle rotation. Puis, pour calculer c'est quoi la rotation, ben, je vais faire ma target moins la position de ma tourelle. Turret.transform.position. Pour ceux qui ont fait un peu les vecteurs, je dis, ben, trouve le vecteur entre ma target et la tour. Puis là, je peux passer cette direction-là à look rotation. Puis Unity va s'occuper de tourner ma tour pour qu'il pointe vers cette direction-là. Puis de même, juste avec ça, normalement, si je pars mon jeu, on voit que la tourelle suit ma souris. Et là, je peux tirer dans tous les sens sans être obligé de bouger. Là, c'est sûr que des fois, c'est un peu rapide. Éventuellement, pour avoir un mouvement plus constant, on pourrait faire des slurps. Mais c'est un peu trop compliqué pour le moment. On va juste rester avec ce qu'on a ici. Donc, la tourelle suit. Et vu que la tourelle tourne, ça tourne le point d'apparition qui se trouve en avant du canon. Et je peux maintenant tirer dans toutes les directions. Donc, on est déjà rendu 9 heures pile. Ça donne bien. Donc, on n'a pas tout vu ce que je prévoyais voir, mais on a quand même fait du progrès. Ça avance bien. Donc, on a une tour qui peut se déplacer avec une tourelle qui peut tourner et on peut tirer des projectiles qui sont affectés par la physique. C'est déjà la base de notre jeu. On a déjà le gros de fait, si on veut. Maintenant, ça va être un peu de rajouter un peu plus de viande autour de tout ça, donc de rajouter de la vie, rajouter des effets de particules. Vous allez voir pour les turrets, pour les ennemis, on va réutiliser beaucoup de code, donc ça sera vraiment pas long, vous allez voir. Mais c'est ça. Donc, on va terminer là-dessus pour asseoir. Donc, merci à tous pour votre participation. Comme j'arrête pas de le dire, la séance est enregistrée, donc on va mettre ça sur YouTube probablement demain matin. Et demain soir, ben, si vous êtes partant, on va continuer le workshop pour essayer de se rendre le plus loin possible. À cette heure que la base est faite, ça devrait aller un peu plus rapidement. Là, vous pouvez peut-être essayer d'avancer avec ce que je vous ai montré. Peut-être que vous pouvez expérimenter un peu avec ça demain, d'ici la formation. Mais sinon, merci pour votre présence. C'est vraiment cool de voir autant de monde intéressé. J'espère que vous avez appris quelques nouveaux trucs sur Unity ou que c'est peut-être un petit refresher pour ceux qui ont déjà de l'expérience. Puis on se revoit demain à la même heure, donc 19h pour la prochaine séance sur le workshop. Donc merci à tous pour votre présence et bonne fin de soirée.